au troisième webinaire organisé par l'IFRAS dans le cadre du projet européen Prénat Hub. Donc, je vais très rapidement ce projet européen pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ensuite, j'introduirai le docteur Abakarim et le professeur Gascoin qui vont nous faire la présentation et l'animation de ce troisième webinaire. Donc, le projet Prénat Hub est un partenariat stratégique, un projet européen sur les thématiques de l'éducation, de la formation, de la prématurité, l'innovation sociale et l'idée principale est de mettre en place des communautés collaboratives et éducatives autour d'une problématique prioritaire, donc la prématurité. Nous sommes 5 partenaires. Il y a l'Irlande avec la Irish Neonatal Health Alliance, la Lituanie avec Lithuanian Prematurity Association, la Hongrie avec la Right Besides You et la Grèce avec l'University of Thessaly Neonatal Clinic et ensuite l'IFRAS qui est une école de formation de santé et sociale à Toulouse. Donc, les objectifs principaux, c'est donc de co-construire des ressources et des outils à travers 5 grandes communautés d'acteurs professionnels et de familles, et aussi d'apporter une réponse plus efficiente aux problématiques autour de la question de la prématurité. Vous assisterez donc cet après-midi au troisième webinaire, donc animé par le docteur Halima Abakarim, qui est pédiatre et néonatologiste à la clinique Ambroise Paré à Toulouse et coordinatrice du parcours Cocon au sein du réseau de périnatalité de l'Occitanie, et aussi Nadine Gascoin, qui est responsable du service de néonatologie et de réanimation néonatale de l'hôpital des enfants de Toulouse. La thématique d'aujourd'hui est l'importance du suivi et des interventions précoces. Je vous remercie et donc c'est à vous. Je vous laisse préparer le partage. Alors, je vous partage informe aussi, l'écran. que le temps que vous fassiez le partage, docteur Abakarim, que donc le webinaire est enregistré. Vous avez la possibilité de couper vos caméras si vous le souhaitez. On va laisser le temps de parole à nos animatrices et ensuite à la fin on aura un temps de questions et d'échanges, donc n'hésitez pas à noter toutes vos questions pour qu'on puisse en débattre à la fin. Merci à vous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Allez, je le mets en plein écran. Hop. Je vous remercie infiniment pour l'invitation. Je vais laisser la parole à Géraldine qui va commencer, qui va introduire, enfin qui va faire la première partie, qui va vous parler du contexte de la vulnérabilité de manière générale et de la prématurité de manière plus spécifique. Et puis moi, je prendrai la parole par la suite pour vous parler de ce qui a été mis en place par le réseau de périnatalité Occitanie au niveau de la région, en collaboration avec les régions PACA Nouvelle-Aquitaine, pour organiser un parcours coordonné pour ces enfants inclus dans le réseau. Géraldine, je te laisse la parole. Et tu me dis suivant quand tu veux que je passe à les diapositives. Merci beaucoup, Halima. Donc, je remercie également les organisateurs de nous avoir proposé de parler à deux voix avec Halima. La première partie du topo va être aussi principalement centrée sur les facteurs de vulnérabilité et on va s'attarder un peu plus sur la prématurité. Alors, pourquoi facteur de vulnérabilité néonatale? Vous avez tous probablement entendu parler de la théorie des 1000 jours et on va être vraiment dans cette période-là. Alors, les 1000 jours, on parle aussi de Developmental Origin of Behavioral Health and Diseases, le DOBAD concept. Ça a pour habitude de comporter à la fois la période anténatale, tout ce qui est préconceptionnel, toute la période de grossesse, et on a pour habitude de parler également des 2 premières années de la vie. Quand on cumule les 9 mois de grossesse et les 2 premières années de la vie, on arrive à 1000 jours. On sait que maintenant, on est bien au-delà de ces 1000 jours et qu'il y a toute une partie également de trajectoire développementale qui va aller au-delà de ces 1000 jours et de plus en plus, on étend 1000 jours et au-delà. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Pendant cette période, que ce soit pré ou périconceptionnelle ou postnatale, l'environnement va interagir avec le nouveau-né, le fœtus, le nouveau-né et le futur adulte en devenir.
On va avoir différents types de stress qui vont encadrer cette période développementale. On parle souvent d'exposomes, c'est-à-dire plusieurs stress auxquels sont exposés la maman pendant la phase de grossesse et le nouveau-né au moment de la naissance et le nourrisson sur ces 2 premières années. Donc, ces différents stress peuvent entraîner des modifications, notamment des modifications de ces organes en devenir et induire des trajectoires développementales différentes. Alors, dans les stress qui sont assez bien connus, il y a le retard de croissance intra-utérin, le fait d'avoir eu une bonne croissance pendant la grossesse, mais il y a également, tout ce qui va être recours, à la procréation médicale assistée, les contextes de stress nutritionnel ou métabolique comme l'obésité ou le diabète, mais il y a également tout ce qui est stress psychosociaux ou sociétaux, et puis tout ce qui va être toxiques environnementaux. Donc cette liste, elle peut être extrêmement longue, et sur la période postnatale, on va retrouver le même type de stress et beaucoup d'études, notamment en épidémiologie, ont pu montrer que selon l'exposition à ces stress, on va avoir un impact sur la santé à court, moyen et long terme. Donc on ressent bien à travers ces notions qu'il y a un capital santé et compétences psychosociales sur lequel, donc sur cette période de susceptibilité ou de vulnérabilité, on va avoir la potentialité, la possibilité d'agir. Diapositive suivante. Alima. Ouais, oui, j'essaye, mais je sais pas ce qui se passe. Donc, quand on parle du concept Vas-y. de 2000 jours, on parle de vulnérabilité, mais on parle aussi d'opportunité. J'anticipe la prochaine diapo, hein. Ce qui veut dire que sur cette période à risque, eh bien, on peut aussi avoir des interventions. Des interventions qui vont nous permettre soit d'atténuer ces risques, soit même de proposer un environnement plutôt favorable pour améliorer le devenir de ces futurs adultes. Diapositive suivante. Donc, cette fenêtre d'opportunité, on va la voir à la fois pendant cette phase de 1000 jours où on a tout ce qui va concerner les origines développementales, mais également au-delà de ces 1000 jours dans les trajectoires développementales et dans les accompagnements qu'on va faire de ces enfants et de ces familles. Diapositive suivante. Si on se concentre plus particulièrement sur la prématurité, alors là, on va faire un grand pas, parce qu'on va rentrer d'emblée dans la prématurité, tout ça pour arriver ensuite sur les interventions précoces dans la prématurité. Donc on a plusieurs moments clés, plusieurs, facteurs de risque, pour un nouveau-né, qui va naître prématuré. Il va y avoir du coup des facteurs, environnementaux, génétiques, épigénétiques, anténataux, néonataux et postnataux. Là, c'est une diapositive que j'ai empruntée à Stéphane Marais, qui est professeur également de pédiatrie, qui travaille beaucoup à Rouen, sur, tout ce qui est neurodéveloppement et qui reprend un peu, tous les facteurs de risque connus qui peuvent, induire, des, complications neurologiques, de type d'hémorragie intraparenchymateuse ou d'anomalie de la substance blanche et qui peuvent être du coup génératrices derrière de handicap, de troubles du neurodéveloppement ou de handicap. Et vous voyez qu'on va avoir des facteurs en anténatal, on revoit là le retard de croissance intra-utérin, l'inflammation, la prise de toxiques, les médicaments, les stress, on va avoir des facteurs à la naissance, le fait même de naître prématurément sur un cerveau en développement sans l'association à ces autres facteurs de risque constitue par lui-même un facteur de risque sur ce cerveau, sur cette vulnérabilité. On voit qu'on retrouve également tout ce qui va être modification de l'oxygénation avec des phases d'hypoxie, de reperfusion, d'infection, d'inflammation et l'exposition à des médicaments. Et en période postnatale, on va avoir sur cette période justement de développement du cerveau et de susceptibilité, le retard de croissance extra-utérin, des variations d'exposition à l'oxygène et d'autres stress environnementaux. Et tout ça, ça va participer à la modification du programme de développement cérébral, l'association éventuellement à des lésions cérébrales surajoutées et des anomalies de maturation du reste du système nerveux. Diapositive suivante.
Il y a des études récentes qui se sont intéressées justement à ces facteurs de risque de complications neurodéveloppementales et aux thérapeutiques neuroprotectrices existantes. Là, cette étude-là, une méta-analyse, du coup, c'est une revue de la littérature qui a été menée sur toutes les études portant entre 90 et 2020 sur l'hémorragie intraventriculaire et la prématurité, en interrogeant justement pour savoir s'il y avait des interventions possibles pour modérer les risques d'hémorragie intraventriculaire et identifier un peu plus les facteurs de risque. Alors, je vous ai mis le schéma pour voir, on est sur la projection en fait à partir des mots-clés. Donc, il y a eu 368 études sélectionnées qui ont permis en fait d'établir 12 clusters. Alors, ces clusters, ils vont nous permettre d'identifier des facteurs de risque d'hémorragie intraventriculaire, mais également d'identifier des facteurs protecteurs. Alors, ce qu'on retrouve comme facteur de risque, il y a l'immaturité de la matrice germinale. On sait que chez le nouveau-né prématuré, le fait de naître prématurément va tomber à un moment où l'angiogénèse elle est intense, l'endothélium est immature, il y a des troubles de la perméabilité de la barrière hématoméningée, une membrane extracellulaire assez fragile. Donc ça déjà, c'est l'immaturité liée à la matrice des cellules germinales. En plus de ça, il y a des perturbations de l'homéostasie cérébrale. L'homéostasie, c'est l'équilibre. Alors, ces perturbations, on connaît les facteurs les plus à risque. On sait que des troubles hémodynamiques, par exemple une hypotension brutale, une hypertension brutale, des troubles de la régulation thermique, un bébé qu'on va prendre en charge dès la salle de naissance et sur lequel on n'est pas attentif à la thermorégulation, s'il a une hypothermie assez rapide, c'est générateur également d'hémorragie intraventriculaire. On sait par exemple qu'un très grand prématuré, il va perdre 1 degré par minute de vie. Donc, si on ne travaille pas à la thermorégulation sur la prise en charge initiale, on risque de générer un facteur de risque supplémentaire d'avoir un saignement intracérébral. C'est également que l'acidose, on a parlé de l'hypoxylacidose, ça aussi, ce sont des facteurs de risque qui vont perturber l'équilibre cérébral. Il y a des troubles de la coagulation qui sont plus fréquents chez les prématurés, puis on peut avoir des facteurs génétiques. Là, vous voyez, il y a une neuroprotection. Il y a des facteurs de neuroprotection qui sont visibles. On voit le sulfate de magnésium, on voit le clampage retardé du cordon. Donc, on commence à voir aussi des éléments qui peuvent favoriser dès la période néonatale précoce. Diapositive suivante. Alors, quand on parle de lésions neurologiques, de complications neurologiques, alors c'était juste pour replacer ces lésions, il y a deux types de complications qui peuvent être observées chez le nouveau-né prématuré. Les hémorragies intraventriculaires, donc c'est des saignements qui ont lieu à l'intérieur du ventricule, qui sont gradés différemment. On a deux types de classifications, la classification de Papille, la classification de Volpe. Globalement, on va avoir un saignement soit qui va toucher que la zone germinative, on parle sous-épendymaire, soit qui va être intraventriculaire et occuper la moitié du volume du ventricule, soit intraventriculaire et occuper plus de la moitié du volume du ventricule avec une dilatation ventriculaire, soit une hémorragie qui va toucher le parenchyme adjacent ou diffuser au niveau du parenchyme. On parle de grade 4. On sait que les grades 1 et 2 sont de bons pronostics et les grades 3 et 4 sont associés à des anomalies neurodéveloppementales. L'autre type de lésion qui peut survenir chez le nouveau-né prématuré sont des anomalies de la substance blanche. On parle de leucomalacie périventriculaire qui peuvent évoluer au début, ce sont des zones hyperéchogènes, mais qui peuvent évoluer vers des cavités porencéphaliques et qui apparaissent souvent 2 à 4 semaines après la naissance ou l'événement aigu. Diapositive suivante. Ces lésions, si elles sont identifiées pendant le parcours de prématurité, sont bien sûr, on a vu, plus à risque selon l'importance de la lésion d'anomalies neurodéveloppementales, mais pas que. C'est-à-dire qu'il va y avoir, ça c'est une revue de la littérature qui est assez récente dans le New England de 2023, qui est assez bien faite et que je conseille à la lecture pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Ça reprend tous les facteurs de risque, les interventions précoces et également un peu la genèse, donc comment apparaissent ces difficultés qu'on observe. On a en fait une lésion cérébrale qui peut apparaître du fait des facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure, qui peut être visible, donc avec des hémorragies intraventriculaires ou des leucomalacies périventriculaires, comme on a défini tout à l'heure. Mais il ne va pas y avoir que ça. Ça, ce sont les lésions qui sont visibles. Il va y avoir aussi des lésions non visibles, c'est-à-dire que non seulement il y a la lésion cérébrale induite par l'événement stressant aigu, mais il va y avoir aussi l'altération du développement cérébral. Et cette altération du développement cérébral, elle va impliquer plusieurs types cellulaires et plusieurs régions
au niveau cérébral, et elles vont participer à l'apparition de lésions et de troubles neurodéveloppementaux. Ça met en avant un aspect déjà. Ça met en avant le fait qu'on peut avoir une absence de lésions cérébrales visibles pendant la période d'hospitalisation, pendant le séjour par rapport à la prématurité, et que l'enfant développe quand même des difficultés neurodéveloppementales en lien avec les anomalies de maturation. Ici, vous voyez donc sur la partie inférieure du schéma en vert, les facteurs de risque. On retrouve les facteurs dont on a parlé tout à l'heure, l'immaturité, l'ischémie, l'inflammation. Et on va retrouver des facteurs un peu en miroir protecteurs, comme le contexte parental, la présence des parents ou l'allaitement ou les soins de développement. Donc on voit que là, on commence à avoir des interventions, mais qui sont du coup très précoces dès le séjour d'hospitalisation en néonat. Diapositive suivante. Ça, c'est issu également du même article qui va vous reprendre en fait d'un côté l'apparence de l'IRM pour l'aspect anomalie de maturation et région de vulnérabilité chez le bébé prématuré par rapport à un cortex de nouveau-né à terme. Et vous voyez qu'on peut avoir différents types de lésions ou d'anomalies de maturation qui peuvent être touchées et dans différentes zones et qui vont, selon les zones, entraîner des signes cliniques ou des difficultés neurodéveloppementales. Diapositive suivante. Sur la diapositive suivante, vous allez voir que fonction des zones touchées, c'est-à-dire fonction soit des lésions cérébrales, donc on a parlé d'hémorragie intraventriculaire de haut grade ou d'anomalie de la substance blanche ou d'anomalie cérébelleuse, vous allez avoir derrière, ou des anomalies de dysmaturation, vous allez avoir derrière des anomalies observées dans le suivi neurodéveloppemental de l'enfant. Donc anomalies motrices, anomalies de QI, de langage, des fonctions visio-spatiales, de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles des fonctions exécutives, des performances scolaires, du comportement. Donc vous allez voir que du coup, toutes ces sphères-là sont des sphères sur lesquelles on va être très attentif en termes d'évaluation postnatale et d'accompagnement et d'intervention précoce. Vous voyez les interventions en dessous qui peuvent être protectrices. On voit la corticothérapie anténatale, le sulfate de magnésium, le clampage retardé au cordon. Ça, c'est ce qu'on va mettre en place en amont de la prise en charge des bébés prématurés quand on sait qu'il y a un risque d'accouchement prématuré. Il y a la stabilité physiologique pendant la période d'hospitalisation en néonate, prévenir les modifications de CAPNI, monitorer la régulation en glucose, la régulation en pression artérielle, et vous avez vu également tout ce qui est intervention précoce avec les soins centrés sur l'enfant et sur la famille et tout ce qui est intervention en soins de développement. Et on continue après avec des programmes d'insertion précoce, de prise en charge et d'accompagnement et d'intervention précoce au domicile. Vous voyez aussi l'importance du pot à pot, de la présence parentale et de l'allaitement maternel. Hein. Donc tout ça, ce sont des facteurs protecteurs avec des interventions dès la phase d'hospitalisation. Diapositive suivante. Je vous ai remis ici les résultats de la cohorte EPIPAGE 2, puisqu'on parle de vulnérabilité du prématuré. Ça, ce sont les chiffres. C'est une photographie des nouveau-nés nés en 2011 prématurés sur toute la France. Donc, une photographie de l'ensemble des centres quasiment qui prenaient en charge des bébés prématurés. Et vous voyez en bleu la survie selon l'âge gestationnel et en rouge la survie sans comorbidité sévère, sachant que des comorbidités sévères, on retrouve les hémorragies de haut grade, les leucomalacies périventriculaires. Et donc, vous voyez que l'âge gestationnel a un impact assez important, dû aussi aux comorbidités vues. Et ça vous permet de vous rendre compte qu'on est globalement à partir de 28 semaines sur des chiffres qui sont de l'ordre de 90% de survie et plus de 70% de survie sans séquelles sévères. Diapositive suivante, ce qui se passe en période néonatale, c'est une chose, mais c'est aussi derrière, là on reprend par âge gestationnel le pourcentage d'hémorragie de haut grade ou de leucomalacie périventriculaire. On voit aussi qu'on est surtout de nouveau encore sur une pathologie qui va toucher le moins de 28 semaines d'aménorrhée. Diapositive suivante. Au-delà de la période néonatale,
Alors, on s'est posé la question aussi au niveau de cette cohorte. Est-ce qu'il y avait une relation entre la cause de l'accouchement prématuré et la survenue de l'hémorragie intraventriculaire? Ça corrobore ce que je vous ai montré dans la phase d'introduction. Globalement, on va retrouver de nouveau les hypoxies ischémie aiguë, l'inflammation et qui va ressortir plus que les autres facteurs de risque de prématurité comme risque d'hémorragie de grade 3 ou 4. Diapositive suivante. Au-delà de la période néonatale, on suit ces enfants et donc ces enfants ont un suivi standardisé, comme celui qui va vous être présenté dans Cocon. On a pu observer une amélioration, notamment dans l'évolution de ces enfants entre 97 et 2011. Vous voyez en 97 la ligne bleue, en 2011 la ligne verte, et on voit le taux de paralysie cérébrale. Donc vous voyez que le taux de paralysie cérébrale en dehors de la 24e semaine est inférieur sur la deuxième observation, donc en 2011. Alors, il reste quand même important et très en lien avec le terme de naissance, puisque vous voyez que le taux de paralysie cérébrale pour des nouveau-nés entre 23 et 26 semaines, on est à 6,9% et on passe à 1% pour les nouveau-nés entre 32 et 34 semaines d'aménorrhée. On n'a pas que les déficits moteurs qui peuvent être observés, on a également les déficiences auditives, visuelles et d'autres types d'évaluations comme l'ISQ qui permettent d'avoir une vision à travers un questionnaire parental sur les difficultés présentées à l'âge de 2 ans. Diapositive suivante. Alors, ça, c'est ce qui se passe à 2 ans. Ce qui est important, c'est de se projeter plus loin, c'est-à-dire comment vont aller ces enfants ensuite au niveau de la scolarisation. Est-ce que ces difficultés neurodéveloppementales qu'on observe, est-ce qu'elles ont donné lieu à des aides particulières? Est-ce qu'ils ont bénéficié d'interventions? Et comment est-ce qu'ils vont à l'âge de 5 ans en préscolaire ou au-delà vers 6-7 ans? On a sur cette cohorte EPIPAGE 2, donc je vous rappelle des naissances en 2011, 69% de données sur le suivi à 5 ans. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais c'est déjà pas mal. Et on conserve à l'âge de 5 ans des anomalies sévères à modérées chez 28%, donc un peu plus d'un sur 4 des 24-26, et on a 12% pour les 32-34, et des incapacités légères, 38,5% pour les 24-26. 27% des 24-26 bénéficient d'aide à l'école et la moitié des 24-26 ont bénéficié à un moment jusqu'à leurs 5 ans d'intervention développementale. Diapositive suivante. Du coup, ce ne sont pas les chiffres français, c'est une méta-analyse qui a été publiée sur 42 études entre 2000 et 2021, puisque c'est important aussi de regarder ce qui va se passer au-delà de nos frontières et voir si finalement on a à peu près les mêmes résultats que ce qui s'observe ailleurs. Et ça a repris 42 études. Ils ont regardé des enfants qui avaient eu un diagnostic d'hémorragie de grade 3-4, donc sévère, et comment ils étaient, est-ce qu'il y avait plus de risques d'avoir des d'anomalies sévères à l'école? Donc, c'est un risque multiplié par 3,7. Est-ce qu'il y a plus de risques d'avoir une paralysie cérébrale multiplié par 8? Et est-ce qu'il y a plus de risques d'avoir un QI plus bas? Donc, on est de l'ordre d'un QI qui est à moins 24 points par rapport à un nouveau-né à terme égal, mais qui n'a pas eu d'hémorragie de grade 3-4. Et si on regarde les hémorragies de bas grade, vous voyez qu'on est sur des choses plus modérées. Comparativement avec un bébé qui est né au même terme, on a un risque multiplié par 2 à 3 d'avoir une paralysie cérébrale et un QI de l'ordre de moins 4 points. Diapositive suivante. Pour progresser un peu dans nos prises en charge, parce qu'une fois qu'on constate ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire différemment en cours d'hospitalisation? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire différemment en termes de suivi de ces enfants? Est-ce qu'on devrait les orienter plus tôt, mettre en place des prises en charge plus tôt? Donc il y a des cliniciens chercheurs qui se sont interrogés et qui ont mis en place ce qu'on appelle des boundings. Donc ils ont essayé de voir tout ce qu'on pourrait faire au mieux. Puis ils ont fait une étude avant-après en disant, voilà, qu'est-ce qui est connu comme protecteur? Qu'est-ce qu'il faut on va essayer de modifier tout, de faire tout ce qui est recommandé up-to-date pour essayer d'améliorer les prises en charge de ces enfants. Puis on va voir si derrière, ils vont mieux. Est-ce qu'on diminue le taux d'hémorragie? Et donc là, c'est une partie vraiment sur l'optimisation des soins en période néonatale, donc en phase d'hospitalisation. C'est une publication dans Pediatrics en 2022.
Et ils ont fait une étude avant-après. Alors, vous voyez, par exemple, améliorer l'environnement sensoriel, faire des soins à 4 mains, essayer de fractionner les soins, diminuer tout ce qui est lumière, bruit, optimiser la prise en charge pour éviter les modifications de volémie, les hypertensions, favoriser l'engagement parental avec le pot à pot précoce, le zéro séparation. Donc, toutes ces interventions-là, ils ont regardé avant-après 268 nouveau-nés de moins de 28 semaines et de moins de 1000 grammes. Donc, la période avant, c'était 2012-2016, la période après, 2016-2018. Et ils sont passés de 14% d'HIV 3-4 à 1,2%. Ils ont diminué la mortalité de 50%. L'importance d'avoir ce type de benchmarking et d'attitude toujours en veille sur ce qu'on peut faire mieux pour améliorer les prises en charge de ces enfants. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, la grande prématurité et très grande prématurité font partie, vous voyez, des facteurs de haut risque de troubles du neurodéveloppement. Il y a eu des recommandations de bonnes pratiques qui ont été émises en 2020 par l'HAS, soutenu également par beaucoup de guides. Vous avez dû avoir des formations, notamment il y a eu pas mal de publications sur la détection de signes d'anomalies neurodéveloppementales pour avoir une détection précoce et une prise en charge précoce. Donc, en conclusion, l'hémorragie intraventriculaire ou intraparenchymateuse, la leucomalacie périventriculaire sont des facteurs majeurs de risque d'anomalies neurodéveloppementales. Plus le grade est élevé, plus le trouble du neurodéveloppement est sévère. Le niveau socio-économique et éducationnel, ce sont des facteurs essentiels associés. Il y a urgence au repérage et surtout à la prise en soins précoces et pluridisciplinaires, et l'accompagnement parental est primordial dans ces situations. Je pense que la suivante, c'est pour Alima. C'est ça. Merci Géraldine. Je continue, je vais essayer de rentrer dans les temps. Donc vous l'avez compris, donc merci Géraldine qui nous l'a rappelé. Donc la vulnérabilité néonatale consiste en la présence de plusieurs facteurs de risque, ceux qui ont été repris par l'HAS en 2020. Donc je vous invite à regarder ces recommandations qui sont accessibles sur le site de l'HAS. Donc la prématurité, on fait partie de ces critères de vulnérabilité. Et donc, nous, au niveau des réseaux de soins des enfants, du suivi, en tout cas des enfants vulnérables, on se pose toujours la question de comment mettre en place un parcours coordonné qui permet un repérage ultra précoce, une prise en charge précoce. Mais pourquoi cette prise en charge précoce? Donc, vous l'avez compris, parce que chez ces enfants-là... Ah, punaise, j'ai été coupée. On vous entend toujours. Docteur Rabakari. Ah. Petit souci technique, on va attendre quelques minutes qu'elle puisse se reconnecter. Moi, j'ai été coupée. Je ne sais pas si le problème venait de chez moi ou de Oui. chez vous. Je sais pas, mais ça y est, vous êtes là, on vous entend Allez, bien et on vous voit. je suis de retour. Alors ça, c'est les aléas Merci, super. Alors, vous voyez mon écran? Alors, c'est en cours de chargement. Ça y est. Alors, donc Parfait. pourquoi donc là, on va essayer de comprendre pourquoi il faut mettre en place une prise en charge précoce, ultra précoce. Bon, Géraldine nous a déjà fait une bonne introduction là-dessus. On sait que l'organisation du cerveau, la maturation du système cérébral
et la croissance cérébrale d'un nouveau-né va être influencée par tous les messages neurosensoriels qu'il va recevoir de son environnement. Toutes les stimulations tactiles, olfactives, auditives, motrices ou visuelles que cet enfant, enfin que le bébé va recevoir pendant la période néonatale et puis par la suite, hein, jusqu'à vraiment la fin de cette période de développement, vont influencer son devenir neurodéveloppemental. Pour ceux qui connaissent les services de néonatologie, vous savez que maintenant, ces dernières années, on met de plus en plus en place des systèmes d'intervention précoce type soins de développement, INIDCAP, pour adapter justement cet environnement neurosensoriel au bébé. Mais on peut avoir quand même, il persiste quelques dystimulations neurosensorielles, le bruit, les lumières, les odeurs, les parfums des soignants, par exemple, l'odeur du gel hydroalcoolique. Tout ça, c'est des éléments qui restent quand même assez, on va dire, qui influencent le développement de l'enfant. Donc, on va essayer de mettre en place des stimulations qui vont être le plus favorables possible pour le développement du système neurocentral du nouveau-né. Au-delà de la prise en charge dans le service de néonatologie, il va y avoir d'autres prises en charge qu'on va mettre en place à la sortie, donc dont on va parler tout à l'heure. Pour revenir aux facteurs de risque de troubles du neurodéveloppement qui ont été rappelés par l'HAS, on a la prématurité en premier, mais pas que. On a aussi le retard de croissance, l'anoxoïschémie, c'est-à-dire le bébé qui va manquer finalement qui va avoir une souffrance. Je ne sais pas si on peut toujours utiliser le mot souffrance, mais en tout cas, l'accouchement va être complexe et compliqué. Les AVC, l'accident vasculaire cérébral, et puis tout ce qui concerne les infections, les chirurgies répétées et prolongées. L'HAS a classé ces facteurs de risque en deux groupes, un haut risque, le haut risque et le bas risque, mais c'est globalement les mêmes facteurs de risque. On reste sur la prématurité modérée et tardive, et puis le retard de croissance et toujours les infections et les chirurgies. À ne pas oublier la vulnérabilité socio-économique et psycho-affective de la famille, de l'environnement familial de l'enfant, qui reste un facteur de risque assez important de déviation de la trajectoire neurodéveloppementale de l'enfant. Si on veut regarder les principaux TND comme ils ont été classifiés par le DSM-5, là, je vous ai mis le taux. Donc, les 6 grandes familles de TND sont les troubles de la communication, troubles du développement intellectuel, troubles de l'attention hyperactivité, le TDAH, troubles du spectre de l'autisme, les troubles spécifiques du langage et les troubles du développement moteur. Globalement, dans la littérature, on retrouve ces chiffres-là et vous voyez en gras le taux de chaque TND chez cette population-là avec facteur de risque de vulnérabilité versus la population générale. Quels sont les programmes d'intervention précoce qui existent aujourd'hui? Donc, quand on regarde dans la littérature, on remonte, on peut retrouver des programmes, en tout cas qui ont été publiés dès les années 60 aux États-Unis sur un ensemble de facteurs de risque. On retrouve plusieurs séries sur des vulnérabilités socio-économiques et autres dans les années 60, les années 70 et les années 90. Et ces études-là ont bien prouvé qu'il y a un effet bénéfique d'intervention précoce, tout type d'intervention confondu, sur le devenir des enfants. Si on veut s'intéresser aux enfants prématurés, avec ou sans retard de croissance, dans les services de néonatologie, d'emblée, on a des programmes d'intervention précoce qui sont mis en place dès la salle de naissance. Le soin de développement, donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe des soins de développement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment adapter l'environnement de l'enfant pour qu'il soit le moins délétère possible. Le NIDCAP, c'est le même principe, sauf que dans le NIDCAP, on observe les nouveau-nés et on adapte l'environnement à chaque bébé de façon beaucoup plus spécifique et ciblée pour chaque nouveau-né. Si on regarde au niveau de la littérature, on va retrouver un certain nombre de programmes d'intervention précoce. Je vous invite à aller les regarder. Donc, je vais passer assez rapidement pour pouvoir vous raconter pour Cocon. Alors, je vous ai quand même mis celui-là qui est assez intéressant, Habit Heal, qui a été récemment publié en 2023. C'est un programme de rééducation motrice intensive chez des enfants atteints de paralysie cérébrale. Un programme d'intervention motrice sur les membres supérieurs, qui inclut aussi le membre inférieur et qui a démontré une amélioration significative des performances motrices de ces enfants, avec un impact positif sur les activités de la vie quotidienne de ces enfants. Voilà, donc il y a eu deux groupes, groupe contrôle, groupe intervention. Le groupe contrôle va avoir une rééducation classique et le groupe intervention, une rééducation intensive. Donc, on sait que les programmes d'intervention précoce vont améliorer le développement cognitif à l'âge préscolaire, vont avoir un impact positif sur l'index de développement psychomoteur
un effet positif sur l'anxiété, sur les symptômes dépressifs, un impact positif. Cet impact, il est positif surtout s'il est basé sur la précocité, sur la parentalité adaptée, c'est-à-dire que le soin doit être centré sur l'enfant et sa famille, de préférence avec des visites à domicile. Alors, le parcours cocon, vous en avez certainement, ou pas d'ailleurs, entendu parler, est un parcours coordonné précoce du nouveau-né vulnérable qui est porté par 3 régions, la région Occitanie, PACA et Nouvelle-Aquitaine, porté par les réseaux de suivi des enfants vulnérables des 3 régions. Je rappelle très rapidement ce que c'est que le réseau de périnatalité. Le réseau de périnatalité sont des réseaux qui sont cadrés par la circulaire ministérielle de juillet 2015. On est représenté par une fédération, la Fédération française des réseaux de suivi des enfants vulnérables, de suivi en périnatalité, pardon, qui regroupe l'ensemble des réseaux de santé périnatale en France. Donc, le rôle du réseau a été consolidé au niveau du rapport des mi-jours et des recommandations HAS. Le RPO, un petit rappel de l'historique, est né de la fusion des anciens réseaux en périnatalité, le réseau Matermip à l'ouest de la région, en ex-Midi-Pyrénées, et grandir en Languedoc-Roussillon à l'est de la région, avec Petit MIP, qui était l'ancien réseau de suivi des enfants vulnérables à l'ouest de la région, et grandir en Languedoc-Roussillon, l'ancien réseau de suivi des enfants vulnérables à l'est. Donc la fusion des régions a conduit bien sûr à la fusion aussi des réseaux. Donc en 2019, le réseau de périnatalité Occitanie a vu le jour, et aussi le réseau Occitadis qui s'occupe des troubles des apprentissages des enfants au-delà de 6 ans. Le réseau de périnatal Occitanie est une association loi 1901 qui a plusieurs missions qui vont de la conception, de la grossesse pathologique, de la grossesse physiologique, jusqu'au dépistage de la T21, le dépistage de troubles de l'audition et la coordination du parcours des enfants vulnérables jusqu'à l'âge de 6 ans. Le réseau participe à la mise en place aussi des axes prioritaires au niveau du plan régional de santé en collaboration avec l'ARS. Donc, ça permet à l'ARS d'avoir une expertise de soignants sur le terrain. Et dans le cadre donc, de nos missions, de ces missions-là de coordination des professionnels du suivi des enfants vulnérables, nous portons un parcours innovant, le parcours cocon, dans le cadre de dispositif article 51. Donc, le parcours cocon est financé par l'article 51. Je rappelle que c'est l'article numéro 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 qui permet d'expérimenter de nouvelles organisations en santé, des parcours innovants qui vont améliorer l'offre de soins au niveau national. Donc, cette expérimentation peut durer entre 18 mois et 5 ans. Et si elle permet de prouver que le parcours est efficient, efficace et pertinent et surtout reproductible partout en France, il peut passer dans le droit commun après avis de l'Assemblée nationale. Les objectifs de l'expérimentation cocon est de garantir le même parcours de soins pour tous les enfants qui seront inclus dans le parcours sur des critères de vulnérabilité, ce qui permettra de lever les freins d'inégalité territoriale avec un meilleur maillage territorial, que ce soit pour les médecins qui vont suivre ces enfants ou les rééducateurs qui vont les prendre en charge, lever les freins d'inégalité sociale puisque tous les soins et toutes les consultations complexes seront prises en charge à 100% par le parcours cocon, et puis favoriser la solvabilité financière des familles puisqu'il n'y aura plus de reste à charge des familles, et puis de diminuer le renoncement aux soins des familles. Donc, grâce au parcours cocon, on pourrait avoir un repérage ultra précoce des enfants puisqu'ils sont inclus dans le parcours sur des facteurs de risque et pas sur une déviation de la trajectoire neurodéveloppementale, c'est-à-dire qu'un prémat né à 28 semaines, même s'il a un examen neurologique parfait à la sortie, même si ses échographies, son imagerie est normale, il n'y a pas d'hémorragie interventriculaire, il sera quand même inclus dans le parcours cocon. Il aura un suivi rapproché par un médecin formé par le réseau pour le repérage ultra précoce des signes d'alerte, et ce qui va permettre de mettre en place une rééducation ultra précoce pour réduire le risque d'handicap chez cet enfant. Le parcours globalement ressemble à cette frise chronologique. Le repérage, on l'a dit, il peut se faire même en anténatal. L'enfant est inclus à la sortie du service de néonatologie. Les critères d'inclusion sont ceux qui ont été repris par l'HAS, que je vous ai montré tout à l'heure, avec après bien sûr l'accord de la famille. On va renseigner l'ensemble des renseignements administratifs, mais aussi les renseignements médicaux et l'histoire de l'enfant sur un outil
de coordination informatique. Bon, en région Occitanie, c'est Spico, mais pas qu'à Nouvelle-Aquitaine, ils ont des logiciels différents. L'enfant va pouvoir bénéficier de consultations complexes par des médecins formés par le réseau au repérage ultra précoce et aussi à la coordination de parcours. À chaque consultation clé, la première année, l'enfant va être vu à 3, 6, 9, 12 mois par le médecin référent. Et à chaque consultation clé, il y a un formulaire qui va être rempli sur l'outil avec l'ensemble des domaines du développement et l'ensemble des signes d'alerte ultra précoces qui vont être vérifiés, regardés par le médecin. Si on a des signes d'alerte précoce, eh bien, une rééducation va être déclenchée et le médecin référent va pouvoir prescrire la rééducation dont l'enfant a besoin, donc des soins adaptés à chaque enfant, précoces et surtout ajustés, adaptés aux besoins de l'enfant et de sa famille. Et le médecin va continuer à coordonner le parcours pendant toute la durée de l'expérimentation et surtout pendant toute la durée du parcours de l'enfant au sein du réseau jusqu'à l'âge de 6 ans. Entre 6 et 7 ans, c'est-à-dire le passage, on va dire CPCE1, si l'enfant présente des prémices de troubles des apprentissages, il sera orienté vers le réseau des troubles des apprentissages Occitanie au niveau de la région Occitanie. Cette coordination de parcours se fera grâce à un outil informatique et se fera avec les rééducateurs du terrain qui s'occupent de l'enfant, mais aussi avec l'ensemble des dispositifs du droit commun qui existent, les institutions, les CAMS, les CMP, les CMPP, la PMI. Et les échanges vont se faire de façon fluide, rapide et sécurisée grâce au système d'information. Les critères d'inclusion, je ne vais pas les reprendre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure qui correspondent aux critères HAS. Donc, cocon pour quels enfants? L'ensemble des enfants qui répondent aux critères d'inclusion. Donc, si vous allez sur le site internet du réseau et à la page, vous avez la page spécifique pour cocon dédiée à ça, au parcours, vous allez retrouver l'ensemble des critères. Cette page-là, vous allez la retrouver sur le site. Alors, le déploiement a été progressif et vous avez le calendrier donc, sur cette diapositive. Donc, sur les grands départements, donc on a commencé dans l'Aveyron pour avoir une phase, un démarrage moins agressif, on va dire, pour nous, pour nos équipes. Et petit à petit, on a pu se déployer sur l'ensemble de la région, puisque le 1er mars, on a déployé sur les 2 grands départements, l'Hérault et la Haute-Garonne. Les forfaits cocon, donc chaque fois qu'on inclut un enfant dans le parcours cocon, déclenche un forfait auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un premier forfait qui va couvrir l'ensemble des consultations médicales complexes qui sont valorisées à la hauteur de la complexité. Et ces consultations vont avoir lieu, que ce soit en libéral ou CHU, dans les centres hospitaliers périphériques, en PMI ou au CAMS. Si le médecin repère une anomalie du neurodéveloppement, en tout cas un signe d'alerte, il va prescrire une rééducation. Et ben, le fait de prescrire une rééducation va déclencher un deuxième forfait qui va permettre de prendre en charge l'ensemble des rééducations dont l'enfant a besoin: ergothérapie, orthophonie, kinésithérapie, psychomotricité, accompagnement psychologique. Pas de plafond, donc tant que l'enfant a besoin de rééducation, le parcours cocon peut financer. Quand on évolue vers des parcours complexes avec plusieurs rééducateurs qui interviennent dans la prise en charge de l'enfant et une rééducation qui se prolonge, ce qu'on appelle les parcours complexes, une réunion de concertation pluridisciplinaire pourra être organisée par le réseau euh, et on va pouvoir discuter du devenir de cet enfant et décider d'une orientation vers l'institution ou d'un maintien des soins en libéral ou peut-être arrêter les soins ou une orientation vers un MDVH. La coordination du parcours pour chaque enfant se fait par le médecin référent grâce à un outil de coordination. Il y a un soutien administratif donc par l'équipe cocon, par notre équipe du réseau, avec des formations spécifiques à l'autisme, PICO, un support téléphonique. Donc on est là pour aider aussi les rééducateurs et les médecins à coordonner le parcours. Des formations sont en cours. Il y a le diplôme universitaire bébé vulnérable qui existe depuis plusieurs années. Donc, on continue à former un certain nombre, une quarantaine, une cinquantaine de professionnels, médecins et rééducateurs pour le suivi de ces enfants. Des formations spécifiques à chaque profession sont organisées grâce à des groupes de travail de rééducateurs très actifs. On a eu là, il y a 3 semaines, la première formation pour les orthophonistes, qui nous permet d'étoffer un petit peu notre liste de référents, d'orthophonistes référents, des formations pour les kinés, des ateliers pour les médecins référents annuels, des formations aussi pour les psychomotes. Voilà, donc chaque profession a des formations spécifiques pour le repérage et la prise en charge de ces enfants. L'outil Spico dont je vous ai parlé ressemble à ça. Donc, quand on se connecte avec son compte, on retrouve l'ensemble de la liste des enfants qu'on suit, qu'on prend en charge, qu'on suit quand on est médecin, qu'on prend en charge en rééducation quand on est rééducateur. Et il suffit de cliquer sur le nom de l'enfant
pour avoir une vision globale sur la ligne de vie de l'enfant. Vous avez là la ligne de vie avec tout ce qu'il a pu avoir, les consultations dont l'enfant a pu bénéficier, toutes les rééducations. Et en bas, on a l'historique de tout le fil d'actualité, l'historique de tout ce qui a pu être fait sur le dossier et tracé avec l'identité de la personne qui a modifié le dossier. Et à gauche, on a l'identité de l'enfant avec l'âge réel et l'âge corrigé. Et puis en bas, le cercle de soins. On va avoir la liste de tous les professionnels qui s'occupent de l'enfant, qui ont accès, puisque l'accès est réservé uniquement à l'équipe Cocon et aux professionnels qui s'occupent de l'enfant. Et je reviens à la ligne de vie. Si on veut voir, par exemple, la Cocon suivi 6 mois, on veut voir le cahier de 6 mois, on clique dessus et là, on va avoir le résumé de la consultation de 6 mois avec l'examen clinique, l'évaluation des différents domaines du développement. Et je vous remercie pour votre attention. Et on est à peu près dans les temps. Parfait, merci beaucoup. Merci en tout cas pour cet échange et cette information, surtout sur l'importance des 1000 premiers jours et les répercussions que peuvent avoir le stress et autres facteurs. Et donc l'importance d'avoir une prise en charge précoce. Vous avez aussi pu mettre en avant qu'il existait aussi des facteurs protecteurs. Et ça, c'est aussi important à prendre en compte. Et donc, vous nous avez aussi présenté ce parcours Cocon, un parcours très intéressant. On a déjà une question sur ce parcours. Est-ce qu'il existe un équivalent en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans d'autres régions Ah, d'ailleurs, puisque vous avez présenté comme quoi c'était présent dans le sud? exactement. Alors, à ma connaissance, un parcours qui ressemble au parcours Cocon, non, mais je sais que grâce au financement des 1000 jours, les ARS ont fait un peu partout au niveau national, on fait des appels à projets, hein, et donc il y a pas mal de petits projets qui permettent de financer des parcours, mais très locaux, hein, dans un certain nombre de territoires au niveau national. Donc il faut se renseigner par rapport là où vous exercez, ce qui existe comme parcours coordonné pour les enfants. Il y a des réseaux de périnate dans toutes les régions, donc pour les suivis des nouveau-nés vulnérables. Après, l'intérêt de Cocon, c'est qu'on a une prise en soins, mais surtout une prise en charge financière des professionnels qui ne le sont pas forcément dans des réseaux classiques de suivi de nouveau-nés vulnérables. Même en dehors des réseaux de suivi d'enfants vulnérables, par exemple, je vais vous parler, là on est quand même dans la région Occitanie encore, par exemple dans le 82, la PMI, le département a répandu un appel à projet national avec cofinancé aussi avec l'ARS pour l'intervention à domicile pour les enfants prématurés, par exemple. Et il y a un financement avec une équipe de psychomotes, éducatrices, psychologues. Je crois qu'ils n'ont pas d'éducatrices, mais psychologues. Donc, on travaille avec eux. Ça fait 2 ans qu'on fait des réunions pour arriver à mettre en place une articulation, je pense que maintenant, qui est assez fluide. À Marseille, il y a l'équipe mobile. Par exemple, à Marseille, qui prend en charge les enfants des quartiers défavorisés de Marseille. Pendant la première année, ils ont une rééducation à domicile, une intervention à domicile. Là aussi, ça s'articule avec le parcours Cocon. Donc, le parcours Cocon est censé être généralisé si tout va bien, mais qui va pouvoir s'articuler avec les différents dispositifs qui existent et qui sont peut-être expérimentés de façon parallèle en ce moment. Tout l'intérêt qu'on a avec, pour compléter des organisations comme ça en réseau, c'est que au-delà des nouveau-nés qui relèvent de ce suivi standardisé, c'est-à-dire qu'on les critères d'éligibilité qu'on a vu tout à l'heure, le fait que les professionnels d'aval soient formés à ce suivi spécifique du nouveau-né vulnérable, bah, ça fait qu'on améliore la santé de tous les autres enfants. C'est-à-dire qu'en termes de dépistage, on a des médecins, des professionnels, alors pas que des médecins, hein, des professionnels du suivi d'aval qui sont sensibilisés à ces signes parce qu'ils le font un dépistage standardisé, une prise en soin standardisée pour les enfants qui relèvent de ces critères d'éligibilité. Et ça, clairement, sur le plan territorial, ça améliore la prise en charge de tous les enfants du territoire. Donc, il y a un intérêt santé publique au-delà des enfants qui bénéficient de cette prise en soin. Merci. J'ai une deuxième question de Agnès Clément. Est-ce que les médecins rééducateurs du CHU ont accès à SPICO?
Alors, tout le monde peut avoir accès à Spico, il faut en faire la demande, tout simplement. Alors, Spico, c'est un outil informatique qui est porté par l'ARS, par le grade, et pas porté par le réseau. Donc, quand on s'est présenté la première fois en réunion article 51, on nous a dit, ben, pas d'article 51 sans outil d'information, donc vous allez voir avec votre ARS. Et donc, notre ARS était déjà sur cet outil de coordination et nous a été proposé. Donc, il est utilisé pour d'autres parcours, hein. TSLA, par exemple, pour les enfants avec des troubles d'apprentissage, DSSP, je crois aussi. Donc, tout le monde peut avoir, il suffit d'en faire la demande au grade. Si le professionnel fait partie des professionnels cocon, à ce moment-là, la demande peut passer par nous, par le réseau. Il suffit d'envoyer un mail au réseau et on pourra bien sûr faire la demande. La demande passe par nous, mais c'est toujours le grade qui crée la session SPICO pour les professionnels. D'accord. Et je vous remercie. Et au niveau informatique des hôpitaux, il n'y a pas eu de souci. La corrélation entre les deux systèmes informatiques, vous avez eu Je sais l'accord. pas je sais pas ce que vous appelez la corrélation de soucis, je sais pas, vous pouvez vous connecter, mais l'articulation entre Ouais. Spico et l'ensemble des logiciels utilisés, que ce soit les DPI dans les établissements ou les outils, enfin métiers pour les professionnels, aujourd'hui, on n'a pas d'articulation. Enfin, on en est Non. conscient. On est tous des professionnels de terrain et on est tous dans la double saisie pour l'instant. Oui. Voilà. Donc, la demande a été faite à maintes reprises. Je pense qu'à chaque réunion, on en parle. Ils sont tout à fait conscients, mais pour l'instant, puisque c'est le financement, c'est un financement ARS, et je pense que l'ARS ne pourra pas apporter seul un financement aussi important parce qu'il faut, en gros, c'est comme une sorte de prise. Euh, il faudrait qu'il crée une multiprise qui va pouvoir s'accrocher et s'accorder avec un ensemble de logiciels différents. Celui qui est utilisé au CAMS, celui qui est utilisé dans les différents CHU, parce que c'est pas le même, les CH périphériques, l'outil, le logiciel métier des médecins libéraux. Voilà. Donc, pour l'instant, on est Il y encore dans a- la double saisie, mais ouais. ce qui marche, par contre, le point positif, c'est qu'on peut extraire, quand on a complété, en tout cas pour les médecins, quand on a complété sa consultation, on peut extraire en format PDF et l'ajouter à son dossier. Ça, on peut le faire. Merci. N'hésitez pas à lever la main ou à écrire directement dans la conversation hein, si vous avez des questions. J'avais une autre question aussi, c'était pour devenir du coup professionnel référent, vous avez parlé de formation. Comment c'était possible pour un professionnel de devenir du coup référent? Alors, il faut envoyer un CV au réseau. C'est Déborah Salomon, notre référente, notre assistante référente professionnelle. Sinon, on peut aussi passer par le rubrique contact sur le site internet. On demande le CV du professionnel, puisque dans le cahier de charge de Cocon, ça paraît bien le côté formation. On a une exigence de formation. Si le professionnel n'est pas formé, ben, on l'accompagne nous dans la formation. Donc, on organise, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, des formations spécifiques à chaque profession. Si le professionnel a déjà une formation et surtout une expérience clinique qui lui permet de prendre en charge les tout petits, parce que c'est surtout ça, hein, l'exigence d'un cocon, c'est de pouvoir prendre en charge des bébés, des tout petits à la sortie de néonat. Et ça, tout le monde n'a pas cette formation-là, ni cette expérience clinique-là. Tout à fait. Mais du coup, vous aussi, vous proposez quand même un complément de Oui, formation. oui, tout à fait. D'accord. Des formations qui existent au sein J'ai du une... réseau depuis des années, hein. Il y a le DUM, il y a toujours eu des formations au sein du réseau, mais là, on essaie de les intensifier un petit peu plus et surtout d'organiser des sortes d'ateliers spécifiques à chaque profession, des ateliers pratico-pratiques. Vous voyez, la formation orthophoniste qu'il y a eu à Nîmes il y a 2-3 semaines, c'était un atelier avec des poupons et vraiment, c'est la prise en soin du tout petit bébé qui a des troubles d'oralité alimentaire. Et c'est là, vraiment, on a beaucoup de difficultés à trouver des orthophonistes formés. Alors, j'ai une autre question. Merci. Est-il prévu, envisager d'intégrer des professionnels de la petite enfance, type éducateurs de jeunes enfants, donc qui accompagnent les enfants dans le réseau Cocon? Est-ce qu'ils pourraient du coup avoir aussi accès à Spico? Alors, on ne l'a pas prévu dans le cahier de charge et personnellement, je pense que c'était une erreur de notre part. Après, on a certainement fait quelques erreurs on va se rendre compte au moment où on déploie le parcours sur le terrain.
Si on veut intégrer des professionnels qui ne sont pas intégrés, il faudrait qu'on réécrive le cahier de charge et qu'on repasse devant une commission technique. Autant vous dire qu'on part pour 12-18 mois de retard. Donc, ce ne sera pas possible, en tout cas, lors de l'expérimentation telle qu'elle. D'accord. Et si c'est des professionnels qui travaillent dans des CMPP ou des lieux comme ça, est-ce que ça peut être peut-être facilitant pour intégrer le parcours? Intégrer le parcours en lui-même, intégrer le parcours de l'enfant, parce qu'il y a deux choses. Intégrer le parcours de l'enfant et s'occuper de cet enfant est une chose, mais être financé par Cocon en est une autre. Moi, je parle juste du financement. Mais bien sûr, intégrer le parcours et s'occuper intervenir en tout cas à domicile, c'est tout à fait possible, mais ça ne peut pas être financé par le parcours Cocon aujourd'hui. D'accord. J'ai une autre question. Du coup, cette proposition, le parcours Cocon, s'étale sur combien de temps? Alors, le parcours en lui-même va aller jusqu'à ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à ce que l'enfant passe du CPCE1, jusqu'à ce qu'on fasse le point sur les Oui. apprentissages de l'enfant. L'expérimentation en elle-même, elle dure 5 ans, sachant que la dernière année est une année d'évaluation. Ouais. Donc Et vous 2027, on avez aura la du coup réponse. commencé. D'accord. En 2027, on saura si on passe dans le droit commun, si c'est généralisé ou pas. Et on croise les doigts. On croise les doigts. Alors, on n'a pas encore, comme l'article 51, il date de... Enfin, c'est assez récent comme dispositif, donc on commence à avoir les premiers articles 51 qui sont en train d'être évalués. Probablement, enfin, on n'en est pas sûr à 100%, mais il va y avoir un financement intermédiaire pour pouvoir financer ces dispositifs-là en attendant qu'ils passent dans le droit commun, hein, parce qu'il y a cette phase-là d'évaluation où il ne se passe pas grand-chose. Et bien évidemment, on n'imagine pas qu'on va tout arrêter pendant une année le temps de l'évaluation. Donc, quand on regarde les dispositifs qui sont en train d'être évalués, ils ont quand même trouvé des financements, notamment Occitadis qui porte le parcours TSLA. Il y a un financement qui permet de continuer le parcours, continuer le soin, en attendant qu'il y ait la réponse définitive des évaluateurs et surtout de l'Assemblée nationale. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc oui. Quelle exigence de formation demandez-vous pour l'intégration des professionnels dans le parcours Cocon? Alors, variable selon les professions, point d'interrogation. En tout cas, bravo pour cette expérimentation. Merci. L'exigence de Merci formation, Agnès encore Clément. une fois, c'est les tout petits, hein. Vraiment, la difficulté, c'est que ça nous paraît quand même difficile d'adresser les tout petits, les moins de 2 ans, et surtout les moins de 1 an, vers des professionnels qui n'ont pas l'habitude de cette prise en charge qui peut être spécifique et qu'on ne retrouve pas forcément au niveau de la formation initiale. Et après, on demande une expérience clinique. Bon, après ces exigences, nous, on a les grandes lignes qui sont communes à toutes les professions, mais ça a été affiné par profession avec les groupes de travail. Donc, les groupes de travail sont ouverts, hein. Si vous voulez intégrer les groupes de travail des professionnels, vous pouvez. Il y a un groupe de travail de kinés, psychomotes, orthophonistes. Ils sont très actifs, ils font ça sur leur temps libre. On fait des réunions tous les 2 mois, 1, 2 mois, 3 mois en fonction des professions aussi, des objectifs. Au sein de ce groupe de travail, on a finalisé donc, les critères de référencement. Les orthophonistes, par exemple, je vous donne l'exemple des orthophonistes, puisqu'il y a un manque quand même assez conséquent, et puis on leur demande de s'engager pour que quand elles signent la charte et qu'elles deviennent référentes, enfin, ils deviennent référents, je ne sais pas pourquoi je parle au féminin, quand ils deviennent référents, ils s'engagent quand même à aller dans le sens de la précocité, c'est-à-dire que si on envoie un bébé de 3 mois parce qu'il a des troubles d'oralité alimentaire, il a des troubles alimentaires pédiatriques, c'est pas pour le prendre en charge 1 an plus tard. Et on n'est plus du tout dans la précocité. Donc, même si elles n'ont pas de place, elles s'engagent à ce qu'elles puissent prendre les tout petits. Donc, c'est assez complexe. Donc, les orthophonistes, elles ont donné leur avis qu'on a accepté, et c'est de dire que même si on a une orthophoniste qui n'a pas d'expérience clinique majeure dans ce domaine, enfin qui n'a pas d'expérience clinique et qui n'a pas de formation, on va la former grâce aux ateliers qu'on organise et on va lui proposer un accompagnement par une orthophoniste qui est expérimentée. L'accompagnement, c'est-à-dire qu'elle peut assister à des bilans, assister à de la rééducation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des échanges de mails. C'est un système de parrainage qu'on avait déjà mis en place pour les médecins référents qui marche bien, hein. Les médecins référents, c'est pareil. Quand ils n'ont pas trop l'habitude de prendre en charge ces enfants, soit ils se trouvent tout seuls, soit on leur trouve un parrain ou une marraine qui va pouvoir les accompagner, assister aux consultations, envoyer l'enfant pour un deuxième avis ou des échanges de mails ou l'appeler, voilà, en dehors de l'urgence, bien évidemment. Oui. Pardon, ça vous permet, j'imagine, de combler des territoires où il y a moins de professionnels? Exactement.
exactement. Pour avoir, un des objectifs de Cocon, c'est le maillage territorial. Et c'est pas évident avec la crise qu'il y a aujourd'hui au niveau de ces professions-là. Donc on ne peut pas se permettre de dire on prend que ceux qui sont formés. Et puis de toute façon, le but, ce que tu disais Géraldine, le but de Cocon, c'est de prendre en charge ces enfants, mais aussi d'aider c'est aussi une des missions du réseau, hein. Cocon le RPO, le réseau de suivi des enfants vulnérables porte Cocon, mais le réseau est là aussi pour fédérer les professionnels, pour préparer le terrain, pour former les professionnels. Et il n'y aura pas que les prémas qui vont en profiter, que les bébés vulnérables, mais l'ensemble des enfants de la région. Ouais, donc, Cocon est un parcours qui est spécifique à un certain nombre d'enfants qui ont des critères de vulnérabilité, mais le réseau est là pour fédérer, pour former, pour favoriser le lien entre la ville et l'hôpital, favoriser le lien entre les professionnels. Donc, j'ai 4 autres questions. Donc, la première, l'épilepsie peut-elle être liée avec la prématurité de André Poupin? Alors, on peut avoir Ça, je plus laisse de Géraldine répondre. Oui, c'est souvent l'épilepsie, on peut la retrouver chez les nouveau-nés anciens prématurés, souvent ceux qui ont eu des lésions cérébrales. Donc, oui, c'est à risque. Merci. La deuxième, donc, estimez-vous qu'un enfant n'ayant pas eu de troubles du développement avant 7 ans n'en aura pas plus tard, tout du moins lié à sa vulnérabilité initiale, ou imaginez-vous un jour poursuivre sur des enfants plus âgés? Alors, pour les enfants plus âgés, il y a des dispositifs qui existent. C'est-à-dire que Oxytadis porte le dispositif TSLA, qui est un dispositif mis en place pour les enfants plus grands, et c'est un article 51 qui est censé passer dans le droit commun si tout va bien. Ils sont en phase d'évaluation là, donc devraient avoir une réponse assez rapidement. Les besoins de ces enfants-là sont différents par rapport aux besoins de l'enfant 0-6 ans, donc le dispositif n'est pas le même. D'accord, donc on va parler de troubles chez l'enfant de 7 ans. Bon, après, c'est pas, je vais sur des terrains qui ne sont pas les miens, parce que moi, je ne suis pas les enfants avec troubles des apprentissages. Enfin, j'en suis quelques-uns, mais ce n'est pas du tout mon domaine. En tout cas, le besoin est différent, puisque l'enfant de plus de 7 ans qui va avoir des troubles des apprentissages, l'alerte va venir de l'école. On va avoir l'école qui va sonner qui va tirer la sonnette d'alarme. Ça se passe mal à l'école, ça se passe mal à la maison. Et donc là, le dispositif, il est différent. C'est vraiment, on se pose, ça ne se passe pas bien à l'école, eh bien, on envoie l'enfant en évaluation multidisciplinaire, on se pose, il voit un pédiatre formé aux troubles des apprentissages, il va voir un neuropsychologue pour faire un bilan de quotient intellectuel de développement, il va voir un orthophoniste, on fait un bilan global chez cet enfant pour essayer de poser un diagnostic et on va déclencher une prise en charge sur une petite période et puis on l'oriente vers les dispositifs du droit commun. Alors que là, le dispositif Cocon, vous l'avez compris, c'est beaucoup plus de la prévention, c'est-à-dire qu'on inclut les enfants pas sur un trouble, pas sur une pathologie, mais sur un facteur de risque. Et on va mettre en place les soins qu'il faut, en tout cas le suivi qu'il faut, le parcours qu'il faut pour limiter les troubles du neurodéveloppement et le handicap plus tard. Vous voyez, donc c'est vraiment pas du tout les mêmes besoins. Donc tout ça pour dire que peut-être ce parcours Cocon, on l'a monté un petit peu, on l'a réfléchi pour du préventif. Alors qu'au-delà de 7 ans, quand l'école commence à dire attention, il se passe des choses, au-delà de 7 ans, on va déjà pouvoir poser des diagnostics de TDAH plus facilement, des diagnostics de troubles spécifiques des apprentissages plus facilement, du trouble du langage oral plus facilement, alors que les tout petits, à part peut-être enfin pas peut-être, à part le trouble du spectre autistique, où là on va pouvoir aujourd'hui poser des diagnostics ultra précoces à partir de 9, 12, 18 mois, voire même avant avec les mouvements généraux, probablement. On ne peut pas, par exemple, parler de TDAH chez un enfant de 2 ans. C'est ce que je veux dire. Donc, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, le parcours en lui-même n'est pas adapté à l'enfant de plus de 7 ans, comme il a été réfléchi aujourd'hui. Pour compléter, est-ce qu'un nouveau-né ancien préma qui a eu tout un parcours jusqu'à 6 ans bien peut quand même être à risque après? Oui. Ce qui est très difficile pour les parents, ils le disent assez bien, ça fait plus de 10 ans qu'il y a des réseaux de suivi des nouveau-nés vulnérables, principalement les prématurés, puisque ça a été beaucoup construit, les réseaux d'aval sur les naissances prématurées. Et ce que verbalisent les parents, c'est que c'est très dur après 6 ans parce qu'ils ont eu une prise en charge, une prise en soin sur la période néonatale très encadrée avec du coup un médecin référent sur cette phase-là, puis une sortie avec un médecin référent qui les accompagne jusqu'aux 6 ans. Et après le 6 ans,
il n'y a plus rien. Alors, c'est pas qu'il n'y a plus rien. Il y a le médecin traitant, il y a éventuellement le pédiatre qui a fait le suivi, mais ils le vivent souvent un peu difficilement et on a pas mal d'associations de parents, d'anciens prémas qui nous disent que des fois, le plus dur, il est après. C'est-à-dire quand on a des troubles des apprentissages, trouver les professionnels. Quand on est dans cette phase de suivi standardisé qui rentre dans le cadre d'un réseau, il y a aussi la filière et une prise en charge un peu plus rapide que ceux qui rentrent pas dans cette filière-là. Donc, c'est sûr qu'il y a un aiguillage on va dire, plus coordonnés quand ils sont dans ces suivis-là et qu'à partir de 6 ans, comme dit Alima, ils sortent du suivi coordonné cocon. Après, soit il y a une passation qui se fait assez facilement vers un suivi d'aval, soit les troubles apparaissent plus tardivement et après, bah, c'est le parcours du combattant, mais qu'on a pour tout enfant ou toute famille qui va être face à ces troubles-là en dehors d'un suivi standardisé. Pour ça qu'il faut que le tuilage soit hyper bien réfléchi et bien mis en place pour les familles, entre les réseaux avant 6-7 ans et après 7 ans. Il ne faut pas oublier Merci. qu'il y a les plateformes de Gérard coordination et Seguin. d'orientation aussi. Pardon, il y a les plateformes de coordination et d'orientation, Pardon. c'est 12 ans qui vont ouvrir. Oui, Gérard bonjour. Seguin, si. Ouais, Ouais. moi j'avais une question. Moi, je travaille en lieu d'accueil enfants-parents, hein. On accueille des tout petits, hein, des bébés qui ont parfois 30 jours, les mamans, les papas. Est-ce qu'il y a des préconisations pour les grands prématurés de ne pas fréquenter de collectivité alors, collectivité, c'est bon, c'est quoi? C'est 10 enfants et autant de parents. On a des enfants prématurés avec leur maman qui viennent, c'est arrivé. Mais est-ce qu'il y a des préconisations au niveau médical? Ça va Alors, dépendre. Tu veux répondre ou tu veux répondre? non, mais vas-y. Ça va dépendre en fait du parcours et il y a des préconisations de base qui sont selon le parcours du nouveau-né. Quel a été le grade de sa prématurité? Est-ce que c'est une très grande prématurité? Est-ce qu'il y a une dysplasie bronchopulmonaire? Est-ce qu'il y a une fragilité pulmonaire sous-jacente? On sait que les moins de 32 ont une fragilité pulmonaire sous-jacente. Et c'est vrai que la collectivité sur la première année, on la déconseille. Après, il faut trouver toujours le meilleur intérêt pour l'enfant et pour la famille. Il y a aussi une phase où on va la prescrire, la collectivité. C'est-à-dire quand on va avoir passé un peu cette phase des 18 premiers mois, la première année ou des 18 premiers mois, on est plutôt des fois, lorsque l'environnement familial proche, c'est-à-dire papa, maman, est un peu démuni en termes de stimulation et a besoin d'une guidance parentale et a besoin d'un environnement un peu plus étayé, bah là, on va plutôt être à conseiller la collectivité. Hmm. Donc, c'est un juste équilibre et il faut tenir compte un peu du parcours sur la phase d'hospitalisation et des pathologies présentées sur la première année. S'il fait bronchiolite sur bronchiolite, effectivement, non. Hmm. Au sein du réseau, lors des formations médecins référents, le message qu'on passe en tout cas à nos médecins, c'est de proposer de façon systématique pour les moins de 32 semaines la JPP, donc l'allocation de journée présence parentale, donc que la CAF refuse franchement extrêmement rarement pour les moins de 32 semaines. La première année, surtout quand c'est l'hiver, ça permet pour un certain nombre de parents quand même de trouver des solutions pour garder leurs enfants et éviter la collectivité. Mais comme le dit Géraldine, on dit aussi à nos médecins de faire attention sur les enfants, surtout ceux qui sont des familles isolées, des enfants qui n'arrivent pas à rentrer dans le langage oral Hmm. la deuxième année, de prescrire la collectivité. Et c'est là où on est le plus embêté parce qu'il faut trouver la place en crèche après. Ouais. Ouais, tout à On fait. dit qu'il faut un village africain pour élever un enfant. Donc, la difficulté, c'est quand on est dans une fragilité, une vulnérabilité parentale et un isolement surajouté. Là, il faut peser le pour et le contre, hein. Oui, justement, ce que disait une maman de cette petite fille qui était prématurée de 5 mois, elle disait que ben, ça faisait du bien de se retrouver avec d'autres parents. C'est-à-dire il y avait tellement un souci d'inquiétude qu'elle avait du mal à mettre le lien avec son bébé, quoi. Et donc d'être dans un lieu où effectivement les questions médicales se posent pas de cette façon, effectivement, ça soutient beaucoup La parentalité. la parentalité. Ouais. Mm. Ouais. Dans le parcours cocon, on peut mettre en place de la guidance parentale assez facilement. C'est-à-dire dès lors que le médecin, là aussi, c'est des messages qui reviennent de façon récurrente lors de nos formations, les formations des médecins. On les forme aussi à cette observation du lien mère-enfant, à la vulnérabilité des familles, aux interactions avec des échelles qui sont validées par l'HAS, avec des grilles standardisées. Et
on peut déclencher de façon instantanée de la rééducation et aussi de la guidance. Donc, les soins cocon sont pas, je ne sais pas s'il faut les appeler soins. Il n'y a pas que du soin, il n'y a pas que de la rééducation, il y a aussi de l'éducation, de la guidance, de l'accompagnement des familles. Ça peut être 2-3 séances de psychomote ou de psychologie pour accompagner une maman sur ses interactions avec son bébé, comme ça peut être un accompagnement pendant 1 an. Aujourd'hui, sur le terrain, on s'est rendu compte, mais ça, on ne l'avait pas anticipé au moment de la rédaction du cahier de charge, qu'Ococon est finalement aujourd'hui le seul dispositif qui permet de déclencher des forfaits de soins ou de guidance parentale de façon instantanée. Je m'explique, je vois aujourd'hui un enfant en consultation. Le soir même, la famille peut aller prendre rendez-vous avec un psychomote, psychologue, et kiné d'ailleurs valorisé, parce que les kinés sont mieux valorisés avec Cocon. Tous les dispositifs qui existent aujourd'hui font une validation, une deuxième validation. MDPH, il faut une deuxième validation. La PCO, il faut une validation. J'envoie une institution, il faut attendre. Il y a toujours un délai d'attente. Donc là, Cocon permet vraiment de ne pas perdre de temps. Éviter cette errance de laisser ces familles qui sortent des services de néonat complètement fragilisées par le parcours. Vous l'avez dit, cette maman que vous avez connue qui a été fragilisée par ce parcours, par cette naissance prématurée, par tout ce qui a pu se passer pendant les 3 mois d'hospitalisation, ils sortent, il ne faut pas qu'ils sortent et qu'ils se retrouvent dans la nature. 1, il y a un médecin qui suit l'enfant et qui coordonne, et 2, il y a des professionnels qu'on peut mettre en place pour faire de la guidance, apprendre à cette petite maman comment se comporter avec son bébé. Il y a certainement des choses qui ont été faites dans le service de néonat, puisqu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le soin centré sur la famille, sur le bébé et la famille. On essaie de voir les bébés, en tout cas les examiner quand les mamans sont là, les soins sont faits quand les parents sont là. Mais une fois qu'ils rentrent à la maison, il ne faut pas que ce soit le vide. Il faut qu'il y ait une continuité des soins de développement, une continuité de ces soins centrés sur la famille. Et Cocon permet de mettre ça en place. Bien. J'avais une autre question. Est-ce qu'une communication auprès des directrices de crèche est envisagée pour informer les familles de l'existence de ce dispositif? Alors, c'était une question. Est-ce qu'on informe les familles du dispositif ou pas? On s'est posé la question avant même qu'il y ait la publication du décret. Et on a décidé de ne pas le faire parce qu'on ne voulait pas créer de la frustration, puisque ça ne concerne pas l'ensemble des enfants, mais ça concerne uniquement les enfants qui répondent à des facteurs de vulnérabilité et qu'on repère de toute façon dans les services de néonat. Donc, on a peur un petit peu qu'on se retrouve avec des familles qui, malheureusement, ne rentrent pas alors qu'on a envie de les prendre, mais ils ne rentrent pas dans les critères. Donc, la communication a été large auprès des services de néonat, par contre, auprès des professionnels qui vont inclure les enfants. J'ai une remarque de Christine qui dit que je pense qu'il serait pertinent pour la suite du projet et le temps d'évaluation de prévoir l'intégration et la formation des professionnels petite enfance qui pourraient être de bons partenaires de prise en charge de ces enfants. Cela permettrait, je pense, une amélioration considérable du quotidien de ces. La formation de référents EJE, auxiliaires de puériculture, CAP et puéricultrices ou puériculteurs serait-elle possible pour consolider cette prévention? J'ai oublié les assistantes maternelles qui sont aussi en position de prévention. On a beaucoup de demandes de formation des différents professionnels de la petite enfance. C'est vrai que les moyens qui sont alloués au réseau aujourd'hui pour porter Cocon nous permettent de porter Cocon et d'arriver à l'évaluation avec des données, parce qu'il faut donner des données médicales, des données administratives qui tiennent la route pour qu'on passe devant la commission et qu'on ait les chances, qu'on mette toutes les chances de notre côté pour passer. C'est vrai qu'on a mis la priorité sur ça en ce moment, mais on est tout à fait conscient de l'importance de tout ce côté-là, tout ce volet-là de formation qu'il faudrait qu'on mette en place. C'est vrai qu'on a priorisé la formation des professionnels qui vont prendre en charge les enfants. Après, ça peut être une vraiment le soin. coordination, Alima, avec la PMI et les acteurs. C'est-à-dire que il y a deux niveaux, comme tu disais, c'est-à-dire intervenir dans la prise en soin de cette famille et de cet enfant, et ça, c'est absolument pas limitatif. Il y a des professionnels hors cocon qui vont intervenir et que les professionnels multiples qui interviennent au niveau de ces familles puissent être informés, formés, coordonnés et discuter, c'est une chose. Et ça, c'est des choses qui peuvent peut-être être mises en place. Après, tout ce qui est de l'ordre du financement, comme tu dis, il y a une enveloppe qui a été donnée. Déjà, il va falloir ne pas aller au-delà de la consommation de l'enveloppe et mener à bien pendant les 5 ans. Donc ça, c'est sûr que ça ne sera pas modifié. Mais par contre, coordonner les différents professionnels et
communiquer. Peut-être qu'il y aura un travail à faire sur la plateforme et l'échange. Après, ça peut être fait sans forcément Dans un deuxième générer de temps. forfait. Donc peut-être qu'il y aura des choses qui pourront être travaillées à la suite sans forcément passer par l'enveloppe budgétaire. Très bien, Il y a beaucoup de merci. professionnels de PMI qui font partie du parcours COCO, hein. Donc, il y a des liens qui peuvent être faits aussi par les PMI, hein. Il y a la médecine scolaire, la PMI, les médecins, bien sûr. Il y a beaucoup de professionnels donc, qui peuvent rentrer dans COCO et qui peuvent être des intermédiaires pour, bien sûr, communiquer entre professionnels, hein. Merci. Je vais laisser la dernière intervention à Agnès Clément qui a levé la main. Je voulais poser une question à Géraldine Gascoin par rapport aux études que vous avez montrées sur les facteurs de risque, mais aussi neuroprotecteurs. Je voulais savoir s'il existait des recommandations de bonnes pratiques dans les services de réanimation ou néonatologie par rapport à tout ça, parce que, bon, là, c'est clair, hein, c'est des études récentes des méta-analyses. Donc, je me dis, est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Alors, en France, je ne pense pas. J'ai ma petite idée, mais au niveau international, est-ce qu'il y a des travaux dessus? Alors, ce qu'on peut retrouver sur les recommandations françaises, c'est toutes les recommandations du Green. Donc, ça, on les a sur le site de la Société française de néonat. Et là, on est beaucoup dans tout ce qui va être optimisation du parcours et pour permettre de limiter au maximum les anomalies neurodéveloppementales à venir. Et on voit bien que dans tout ce qui est soins centrés sur l'enfant et sur la famille, on va avoir tout ce qui va être l'accompagnement à la parentalité, la théorie de l'attachement. Donc, on voit bien qu'on a toutes ces interventions qui vont permettre de limiter un peu les facteurs de risque auxquels ont été exposés les enfants. Après, sur l'étude que j'ai montrée en termes d'intervention avec les bondings, on n'a pas encore de recommandations internationales. Après, on a des études, des essais randomisés, des méta-analyses, des Cochrane qui vont nous permettre de dire, par exemple, bah oui, il faut faire un clampage retardé au cordon de 30 secondes, voire 1 minute. Il faut faire du sulfate de magnésium pour les moins de 32. Il faut faire de la corticothérapie anténatale pour les moins de 34. Il faut limiter les à-coups tensionnels. Il faut réguler au mieux. Donc, en fait, il n'y a pas une liste qui va reprendre la conduite à tenir typique. Et puis, bah, malheureusement, la vie fait que on s'ajuste à chaque situation et que souvent, on n'est pas sur un modèle animal où il y a une seule exposition à un stress. Souvent, on cumule les stress. Donc, on essaye d'ajuster au mieux. Mais voilà, donc il y a des données de la littérature qui font que nous, dans nos prises en charge, dans nos prises aux soins, dans les unités, on essaye de faire tout ce qui est recommandé. Mais en termes de rédaction, vraiment de protocole qui reprend tout, non, ça n'existe pas. En dehors des recommandations du Green, bien sûr. Merci. Eh bien, merci le docteur Abakarim et professeur Gascoin. Merci pour votre participation à tous. On pourra retrouver du coup ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'IFRAS. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire en m'envoyant un mail. Je vous envoie le mail dans la conversation, mon mail, pour intégrer les communautés de communes d'échange autour des thématiques de la prématurité. Nous vous inscrirons et merci à tous en tout cas. Merci à vous. Bon Au revoir. après-midi.